Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée au cours sur l'énergie de déformation élastique. Il est établi que les contraintes provoquent au sein d'un matériau des déformations, lesquelles sont induites par des déplacements, effectuant ainsi un travail entre deux états de configuration donnés. Ce travail se libère dès que les contraintes appliquées s'estampent. C'est l'énergie de déformation élastique, laquelle est associée à la déformation élastique. Autrement dit, l'énergie de déformation élastique constitue l'énergie stockée dans un matériau lorsqu'il est déformé d'une manière élastique, n'impliquant pas des déformations plastiques. Cette énergie est libérée dès que le chargement est relâché, ce qui conduit la pièce ou la structure à reprendre sa forme et ses dimensions avant chargement. Comme nous allons le prouver au cours de cette vidéo, l'énergie élastique dépend des constantes élastiques du matériau et des invariants du tenseur de contrainte et de son déviateur. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire dans un premier temps de commencer par une introduction sur la décomposition du tenseur de contrainte en parties sphériques et déviatoriques. Ensuite, on s'intéresse à la relation qui lie le second invariant du tenseur déviateur de contrainte aux invariants du tenseur de contrainte. Enfin, nous procédons à détailler la démonstration des relations qui permettent de calculer l'énergie de déformation élastique. Décomposition du tenseur de contrainte. On décompose le tenseur de contrainte en deux parties, une partie sphérique et une partie déviatorique. C'est-à-dire que le tenseur de contrainte est égal à un tenseur sphérique et un tenseur déviatorique, ou qu'on appelle aussi déviateur de contrainte. Donc la partie sphérique du tenseur de contrainte, sigma S, elle est égale à sigma L1 sur 3, c'est-à-dire la trace du tenseur sigma sur 3, que multiplie la matrice identité. La trace sur 3 constitue la contrainte moyenne, c'est-à-dire la sigma LL est égal à sigma 1,1 plus sigma 2,2 plus sigma 3,3. Donc quand on divise par 3, cette trace, on a la contrainte moyenne sigma 1. Le tenseur déviateur de contrainte, sigma D, il est égal au tenseur de contrainte sigma moins un scalaire qui est la contrainte moyenne, c'est-à-dire sigma LL sur 3, que multiplie la matrice identité. Donc comme vous le voyez, le tenseur de contrainte sigma avec ses composantes, il est égal à une partie sphérique où on n'a que la contrainte moyenne sur la diagonale de cette matrice, et un déviateur de contrainte, sigma D, qui a les composantes hors diagonale, c'est les mêmes composantes du tenseur de contrainte sigma, et les composantes de la diagonale sont respectivement sur la première ligne, ce sera sigma 1,1 moins sigma 1, sur la deuxième ligne, la diagonale, sigma 2,2 moins sigma 1, et sur la troisième ligne, la composante de la diagonale, c'est sigma 3 moins sigma 1. Le tenseur sphérique génère l'énergie de changement de volume, sans changement de forme, tandis que le tenseur déviateur de contrainte cause l'énergie de changement de forme, tout en gardant le même volume. L'énergie de changement de forme est appelée aussi l'énergie de distorsion, laquelle engendre la définition de la contrainte équivalente de von Mises, comme on va le voir dans une prochaine vidéo. Au cours de cette vidéo, nous allons examiner les deux types d'énergie d'une manière distincte. Intéressons-nous maintenant à la relation entre le second invariant J2 du déviateur de contrainte,
sigma D, et les invariants du tenseur de contrainte sigma. Nous avons les composantes du tenseur de contrainte sigma et les composantes du déviateur de contrainte sigma D. Le déviateur de contrainte sigma D a pour composante sur la diagonale sigma 1,1 moins sigma 1, qu'on note S11, sigma 2,2 moins sigma 1, S22, et sigma 3,3 moins sigma 1, S33. Nous allons calculer maintenant les deux premiers invariants de sigma. Le premier invariant de sigma, c'est sa trace. I1 est égal à sigma LL, donc c'est sigma 1,1 plus sigma 2,2 plus sigma 3,3. C'est 3 fois la contrainte moyenne sigma 1. Le deuxième invariant, I2, est égal à 1 demi de sigma II sigma JJ moins sigma IJ sigma JI. Comme on a une symétrie, donc sigma IJ est égal à sigma JI. Donc ceci va nous donner sigma 1,1 par sigma 2,2 plus sigma 1,1 par sigma 3,3 plus sigma 2,2 par sigma 3,3 moins le carré des composantes hors diagonale, c'est-à-dire les composantes tangentielles. Moins sigma 1,2 au carré, moins sigma 1,3 au carré, moins sigma 2,3 au carré. Soit J1 et J2, les deux premiers invariants du déviateur de contrainte sigma D, c'est-à-dire le déviateur sigma D. On va calculer J1, le premier invariant, qui est la trace. J1 est égal à S11 plus S22 plus S33. On va exprimer les S11 qui est égal à sigma 1,1 moins sigma 1, plus S22 sigma 2,2 moins sigma 1, plus S33 c'est sigma 3,3 moins sigma 1. Donc ça va nous donner sigma 1,1 plus sigma 2,2 plus sigma 3,3, qui représente le premier invariant de sigma, I1, moins 3 fois la contrainte moyenne sigma 1. Et 3 fois la contrainte moyenne sigma 1, c'est I1. Donc le premier invariant du déviateur de contrainte est égal à 0. Calculons J2, le deuxième invariant de sigma D. J2 est égal à 1 demi de sigma D II sigma D JJ moins sigma D IJ sigma D JI. Donc comme ce produit est nul, donc on aura moins 1 demi de sigma D IJ sigma D JI. Compte tenu de la symétrie, donc cette valeur est toujours négative de J2. Donc, dans le cas où J2 est nul, il entraîne la nullité aussi du tenseur de contrainte sigma. Et soit J2, celle-là, la valeur absolue de J2, qu'on va discuter tout à l'heure. Cherchons maintenant la relation entre J2 et les invariants du tenseur de contrainte sigma. Donc on va partir de la définition du deuxième invariant d'un tenseur. Donc J2, ça sera S11, S22, moins sigma 1,2 au carré, plus S11, S33, moins sigma 1,3
au carré, plus S de 2, S3, 3, moins sigma 2, 3 au carré. Développons maintenant ces expressions. On va commencer par S11, S22. S11, S22, comme S11 est égal à sigma 11 moins sigma 1, S22 c'est sigma 22 moins sigma 1, et on développe. Donc ça va donner sigma 11, sigma 22, moins sigma 1, que multiplie sigma 11 plus sigma 22, plus sigma 1 au carré. Ensuite, on développe S11, S33, vous avez ça, qu'on a fait, S11, S33, première, qui donne S11, S22, S11, S33, et le produit S22, S33. En développement, on trouve ces trois expressions pour S11, S22, S11, S22, S11, S33 et S22, S33. Donc, ils sont exprimés en fonction des composantes du tenseur de contrainte sigma. Continuons à développer cette relation. On fait la somme de S11, S22 plus S11, S33 plus S22, S33. Donc, quand on fait la somme, on trouve sigma 11, sigma 22, plus sigma 11, sigma 33, plus sigma 22, sigma 33, moins 2 fois sigma 1, que multiplie sigma 11 plus sigma 22, plus sigma 33. Or, sigma 11 plus sigma 22 plus sigma 3, c'est la trace de sigma. Donc, c'est I1. On peut dire que c'est 3 fois la contrainte moyenne sigma 1. Plus 3 fois sigma 1 au carré. Donc, on aura 2 fois 3, sigma 2 fois 3, ça veut 6, sigma 1 au carré, moins 6, plus 3, sigma 1 au carré. Donc, on aura S11 plus S que multiplie S22 plus S11 que multiplie S33 plus S22 que multiplie S33 est égal à sigma 11 que multiplie sigma 22, sigma 11 que multiplie sigma 33 plus sigma 22 que multiplie sigma 33 moins 3 sigma 1 au carré. Donc, J2 sera égal à sigma 11, sigma 22 plus sigma 11, sigma 33 plus sigma 22, sigma 33, c'est-à-dire 7. C'est ce qu'on a trouvé. D'accord? Là. Et nous avons sigma 1, 2 au carré, ce terme, avec le signe moins. Sigma 1, 3 au carré. Sigma 2, 3 au carré. Donc ce terme est là.
et sigma 3 au carré. Et on a le moins 3 sigma m au carré. Voilà. Or, nous remarquons que le sigma 1, 1, sigma 2 par sigma 2, 2, plus sigma 1, 1 par sigma 3, 3, plus sigma 2, 2 par sigma 3, 3, moins sigma 1, 2 au carré, moins sigma 1, 3 au carré, moins sigma 2, 3 au carré. Ceci constitue le deuxième invariant du tenseur de contrainte sigma. D'un autre côté, nous avons sigma m qui est égal à le premier invariant I1 sur 3. Donc sigma m au carré, c'est I1 sur 3, le tout au carré. Donc ça va nous donner I1 au carré sur 9. Comme c'est multiplié par 3, on simplifie. On aura I1 au carré sur 3. Donc, on vient de démontrer la relation entre le second invariant du déviateur de contrainte, J2, et les deux invariants du tenseur de contrainte sigma. On a I2 moins I1 au carré sur 3. En effet, le second invariant J2 du déviateur de contrainte joue un rôle important pour le calcul à la fatigue des structures soumises à un état de contrainte multiaxial. L'intérêt de cette relation, elle nous permet de calculer J2 connaissant uniquement le tenseur de contrainte sigma, puisque J2, on peut l'exprimer en fonction de I2 et de I1. Soit maintenant à calculer J2 pour le tenseur de contrainte quand il est exprimé dans la base principale. J2 est égal à I2, donc le repère principal, c'est sigma 1 par sigma 2, sigma 1 par sigma 3, sigma 2 par sigma 3. C'est bon? Donc ça c'est I2 moins I1 au carré sur 3. I1 étant là la trace de sigma, c'est-à-dire sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3, sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3, au carré sur 3. Que nous développons encore. Donc J2, sigma 1, sigma 2, plus sigma 1, sigma 3, plus sigma 2, sigma 3, moins 1 tiers, et que multiplie la trace de sigma au carré. C'est ce terme-là qu'on va développer. Donc ça c'est sigma 1 au carré, plus sigma 2 au carré, plus sigma 3 au carré, plus 2 fois sigma 1, sigma 2, sigma 1 plus sigma 1, sigma 3, plus sigma 2, sigma 3. Nous continuons à développer. Donc J2 est égal à 1 tiers sigma 1 par sigma 2, plus sigma 1, sigma 3, plus sigma 2, sigma 3, moins le 1 tiers de sigma 1 au carré, plus sigma 2 au carré, plus sigma 3 au carré. Nous avons calculé J2, 1 tiers. Pourquoi cette opération? On a ici sigma 1, donc ça c'est, si vous voulez, c'est 3 tiers moins 2 tiers
2, sigma 1, sigma 2, sigma 1, sigma 3, sigma 2, sigma 3. Alors, on va mieux expliquer. Voilà, nous faisons ce terme moins un tiers de ce terme-là. Donc, ceci, ça nous permet d'avoir un tiers, donc un tiers de sigma 1, sigma 2, plus un tiers de sigma 1, sigma 3, plus un tiers de sigma 2, sigma 3, moins le 1 tiers de sigma 1 au carré, plus sigma 2 au carré, plus sigma 3 au carré. Donc, J2 est égal à 1 tiers de sigma 1, sigma 2, plus sigma 1, sigma 3, plus sigma 3, moins, donc on a mis le 1 tiers en facteur, le 1 tiers en facteur. Ensuite, on met le moins 1 tiers en facteur, parce qu'ici j'ai moins, pour mettre ces termes de sigma 1 au carré, sigma 2 au carré, sigma 3 au carré. Donc on aura moins sigma 1, sigma 2, sigma 1, sigma 3, sigma 2, sigma 3. Alors, en développant encore plus, on trouve que J2, c'est le 1/6 de sigma 1 moins sigma 2 au carré, moins 1/6, plus sigma 2 moins sigma 3 au carré, plus sigma 3 moins sigma 1 au carré. Donc, comme vous voyez, c'est des carrés. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Et ça, c'est positif. Comme c'est multiplié par moins 1/6, donc J2 est toujours négatif. Ce qui confirme que J2 est négatif. Donc le second invariant du déviateur de contrainte est négatif. Énergie de déformation élastique. Soit une structure laquelle est soumise à des efforts F1, F2, F3 et nous imposons des déplacements sur cette frontière-là. Nous allons isoler par la pensée un élément de volume de dimension infinitésimale sous forme de parallélépipède au point 1 et nous allons zoomer cet élément de volume. Cet élément de volume de forme parallélépipédique dont les arêtes sont dx, dy, dz et nous exprimons le tenseur de contrainte et le tenseur de déformation au point 1 relativement à la base principale. Soit le tenseur de contrainte sigma 1 dans la base principale, sigma 1, sigma 2, sigma 3, et le tenseur de déformation epsilon m dont les composantes sont epsilon 1, epsilon 2 et epsilon 3. Relativement à la base principale, on considère un domaine élémentaire de forme parallélépipédique dont les longueurs
infinitésimales des arêtes convergentes sont dy, dx et dz. On peut déterminer le travail dw effectué sur chacune des trois facettes. En effet, pour déformer un solide ou un fluide, il faut exercer sur lui une force F qui va provoquer une variation de volume. Le point d'application de la force se déplace, provoquant ainsi le travail de cette force, bien sûr, et permet par voie de conséquence de déterminer l'énergie de déformation élastique. Il est clair que la contrainte appliquée doit demeurer en deçà de la limite d'élasticité. Donc nous avons un élément de volume dont les arêtes sont dx, dy, dz. Donc par rapport au repère principal, nous cherchons le travail qui est effectué sur chacune des trois facettes perpendiculaires 2 à 2. Pour ce faire, nous allons tracer une courbe ou la variation de la résultante des efforts exercés sur la facette de normale x, c'est-à-dire cette facette, en fonction du déplacement du point d'application de la résultante des efforts exercés sur la facette de normale x. C'est-à-dire si par exemple cette facette, la résultante des efforts, elle est confondue avec sigma 1, donc on va voir le déplacement de ce point d'application de cet effort. Nous remarquons si on reste dans le domaine d'élasticité, c'est-à-dire qu'on ne dépasse pas la limite d'élasticité, on a une évolution linéaire de la résultante en fonction du déplacement. C'est-à-dire, si nous exerçons un effort sur cette facette, qui est égal à quoi? Est égal à sigma 1, que multiplie l'aire de cette facette. L'aire de cette facette, c'est dz, dy. Donc, c'est sigma 1, dy, dz. Donc, pendant que nous appliquons cet effort, le point d'application de cette résultante va se déplacer d'une valeur égale à epsilon 1 dx. Epsilon 1 dx. Dans ce cas-là, le travail qui est effectué par cet effort, cette résultante, qui s'exerce sur la facette de normale x, est donné par l'aire en dessous de cette courbe. Donc on voit bien que l'aire en dessous de cette courbe, c'est ce triangle. Et comme c'est un travail élémentaire qui est effectué sur une facette de dimension infinitésimale, dz, dy, ça sera 1/2. Donc la surface de ce triangle, c'est 1/2 de epsilon 1 dx qui est le déplacement, que multiplie sigma 1 dy dz. Voici la relation qui nous donne le travail effectué par les efforts qui s'exercent sur la facette dont la normale est x. Nous faisons la même chose pour les deux autres facettes. La facette de normale y, c'est-à-dire suivant sigma 2, et la facette de normale dz. Le travail
qui est effectué par les efforts s'exerçant sur la facette de normale x, ce travail élémentaire W1 est égal à 1 demi de epsilon 1 dx, sigma 1 dy dz. Le travail qui s'exerce sur cette facette de normale y, la facette de normale dw2, est égal à 1 demi de epsilon 2 dy, sigma 2 dx dz. Et le travail qui est effectué par les efforts s'exerçant sur la facette de normale z, c'est dw3, qui est égal à 1 demi de epsilon 3 dz, sigma 3 dx dy. Donc si on fait le bilan du travail effectué sur les trois facettes, dw, ce sera égal à dw1 plus dw2 plus dw3. Ce sera 1 demi de epsilon 1 sigma 1 plus epsilon 2 sigma 2 plus epsilon 3 sigma 3, que multiplie dx, dy, dz. dx, dy, dz constitue le volume élémentaire du parallélépipède de dimension infinitésimale. Donc, dw sur dv, elle est égale à 1 demi de la trace du produit tensoriel du tenseur de contrainte sigma par le tenseur de déformation epsilon. dw sur dv constitue l'énergie de déformation élastique. Comme nous avons considéré un élément de volume, donc il s'agit d'une densité d'énergie qui est exprimée en joules sur des mètres carrés. Donc l'expression de dw sur dv, 1 demi de la trace de sigma epsilon, donc par rapport à un repère orthonormé quelconque, le développement de cette relation, il va nous donner 1 demi de epsilon xx sigma xx plus epsilon y epsilon sigma y sigma y plus epsilon zz sigma zz plus 2 fois epsilon xy sigma xy plus epsilon xz sigma xz plus epsilon yz sigma yz. Il serait plus opportun de déterminer l'énergie de déformation élastique dans le repère principal. Donc dw sur dv, c'est la trace de sigma, 1 demi de la trace de sigma epsilon. Donc dans le repère principal, ce sera 1 demi de epsilon 1 sigma 1 plus epsilon 2 sigma 2 plus epsilon 3 sigma 3. Nous voulons aussi exprimer cette énergie de déformation en fonction du tenseur, des composants du tenseur de contrainte sigma. Pour ce faire, il y a lieu de remplacer les composantes epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 par les composants du tenseur de contrainte sigma 1, sigma 2, sigma 3. Pour cela, on utilise la loi de comportement qu'on a vue dans une précédente vidéo. Cette loi de comportement, elle est donnée par l'expression matricielle epsilon, tenseur epsilon, est égal à 1 plus nu sur E, tenseur sigma, moins nu sur E, trace du tenseur de contrainte sigma, que multiplie la matrice identité. Donc il suffit d'exprimer epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, et c'est ce qu'on va voir. Donc epsilon 1, en utilisant cette loi de comportement, on la détermine, epsilon 1, epsilon 2 et epsilon 3, qu'on va maintenant injecter dans la relation de dw sur dv
qui est donné par le 1/2 de epsilon 1 sigma 1 plus epsilon 2 sigma 2 plus epsilon 3 sigma 3. Donc en calculant d'abord epsilon 1 sigma 1 qui est donné par la relation qui va nous donner epsilon 1 sigma 1, 1 sur E sigma 1 au carré, moins nu sigma 1 sur E, que multiplie sigma 2 plus sigma 3. Et on retrouve les autres expressions, sigma 2 epsilon 2, et sigma 3 epsilon 3 par cette relation. Donc nous avons obtenu la relation suivante, dW sur dV, c'est 1 sur 2E, sigma 1 au carré plus sigma 2 au carré plus sigma 3 au carré, moins 2 nu sigma 1 sigma 2 plus sigma 1 sigma 3 plus sigma 2 sigma 3. Ajoutons à cette expression, ajoutons et soustrayons la même quantité égale à 2 fois sigma 1 sigma 2 plus sigma 1 sigma 3 plus sigma 2 sigma 3. Donc on va rajouter et soustraire cette quantité. Voilà. Voyons. Donc nous avons ajouté cette quantité que nous avons retranché et nous allons maintenant voir ce que ça donne. Voyons. Sigma 1 plus sigma 2, sigma 1 au carré plus sigma 2 au carré plus sigma 3 au carré, plus cette quantité qu'on a rajoutée, elle va nous donner sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 au carré, c'est-à-dire le premier invariant du tenseur de contrainte I1 au carré. Maintenant, moins 2 nu, donc ce terme, moins 2 nu, sigma 1, sigma 2, plus sigma 1, sigma 3, plus sigma 2, sigma 3, moins 2, sigma 1, sigma 2, plus sigma 1, sigma 3, plus sigma 2, sigma 3. C'est cette expression. Or, sigma 1, sigma 2, plus sigma 1, sigma 3, plus sigma 2, sigma 3, c'est le deuxième invariant du tenseur de contrainte I2. Il est de même ici. Donc nous pouvons mettre I2 en facteur. Et on a 2 en facteur, moins 2 en facteur. Et on aura nu plus 1. Vous voyez, celle-là, c'est cette quantité, et vous avez cette quantité qu'on a trouvée. Donc enfin,
nous retrouvons que dW sur dV, c'est 1 demi sigma 1 epsilon 1 plus epsilon 2 sigma 2 plus epsilon 3 sigma 3. Ça sera 1 sur 2E que multiplie I1 au carré, c'est-à-dire le premier invariant au carré, moins 2 nu plus 1 que multiplie I2. Voici l'expression, on aboutit à cette expression, dW sur dV, c'est 1 sur 2E que multiplie I1 au carré, moins 2 que multiplie 1 plus nu que multiplie I2. Nous cherchons à faire introduire le second invariant J2. Donc on va exprimer I2 en fonction de J2. Voilà. Or, nous avons trouvé tout à l'heure que J2 est égal à I2 moins I1 au carré sur 3. Donc I2 est égal à J2 plus I1 au carré sur 3. Et c'est cette expression maintenant, là, qu'on va injecter dans cette relation. dW sur dV, c'est 1 sur 2E, I1 au carré, moins 2, 1 plus nu, voilà, et I2, on le remplace par J2 plus I1 au carré sur 3. On développe encore cette expression. On développe encore, on trouve cette relation. Donc, on a retrouvé ici l'énergie de déformation élastique en fonction du premier invariant du tenseur de contrainte, I1, et le second invariant du déviateur de contrainte. Comme J2 est négatif, avec le signe moins, on aura moins, avec moins, on aura une somme à faire dans cette expression-là. Donc cette quantité nous introduit l'apport du tenseur de contrainte I1 et celle-ci, elle nous apporte le rôle du déviateur. Par conséquent, comme I1 aussi, il fait intervenir le tenseur sphérique. Nous avons ici l'influence du tenseur sphérique et le tenseur déviatorique, l'apport en énergie. Donc dW sur dV, ça sera I1 au carré, 1 sur 6E, 1 moins 2nu, moins 1 sur E, 1 plus nu, J2. Nous faisons intervenir le module de cisaillement G, qui est égal à E sur 2, 1 moins nu, dans cette expression. Donc l'énergie de déformation
élastique, dW sur dV, peut se séparer en deux termes. On a un terme qui fait intervenir la variation de volume et un terme qui fait intervenir la variation de forme, comme on l'a précisé tout à l'heure. Comme vous avez un moins ici et J2 est négatif, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette relation? On va prendre la valeur absolue de J2, la valeur absolue, et on met un plus. Donc, l'énergie de déformation élastique dépend des constantes élastiques du matériau qui sont le module de Young et le coefficient de Poisson. Bien sûr, G aussi, il fait intervenir le module de Young et le coefficient de Poisson. Et aussi des deux invariants. Le premier invariant, c'est l'invariant, la trace de sigma, c'est le premier invariant du tenseur de contrainte. Et le deuxième invariant du déviateur de contrainte. Donc cette expression, on peut l'écrire dans le repère principal, qui est donné par dW sur dV, 1 moins 2 nu sur 6E, sigma 1 plus sigma 2 plus sigma 3 au carré, c'est-à-dire le premier invariant au carré, plus 1 plus nu sur 6E, que multiplie sigma 1 moins sigma 2 au carré, plus sigma 2 moins sigma 3 au carré, plus sigma 3 moins sigma 1 au carré. Donc, en conclusion, on peut dire que l'énergie de déformation élastique peut être scindée en deux parts. Une part qu'on appelle dW sur dV, qui est l'énergie de déformation due au changement de volume, sans changement de forme. Et la deuxième partie, ou la deuxième part de cette énergie, qui est dW sur dV, indice F, qui représente l'énergie de déformation due au changement de forme en gardant le même volume. On arrive au terme de cette séance vidéo. Je souhaite que maintenant vous avez acquis plus de connaissances sur l'énergie de déformation élastique. Cette vidéo constitue un prélude à la prochaine vidéo consacrée aux critères de résistance. Au plaisir de revoir très bientôt pour d'autres vidéos consacrées à la mécanique des milieux continus et l'élasticité. Au revoir.